Voilà, donc on va commencer avec un petit peu de retard. On va essayer de récupérer quelques choses de la salle de lecture des archives départementales. Excusez-moi. Donc, je tiens d'abord à vous rappeler que la prochaine réunion, elle n'aura pas lieu ici, dans cette salle. Elle aura lieu dans une salle plus grande. C'est la salle Annie-Morand du lycée Paul Claudel. La prochaine conférence, c'est le 10 avril et elle sera consacrée à l'histoire des lycées de Laon de 1880 à 1973. Et le conférencier sera Claude Carrel. Donc cette conférence aura lieu dans la salle Annie-Morand du lycée Paul Claudel. Pour ceux qui connaissent, c'est dans la partie ancienne du lycée, l'ancien lycée de jeunes filles. Mais bon, vous inquiétez pas, vous rentrez par l'entrée normale qui donne sur la place gauche et ce sera fléché. Donc 17h30, le jeudi 10 avril au lycée Paul Claudel. Le 22 mai, on reviendra ici, et le jeudi 22 mai, et ce sera une conférence de Guy Marival sur une grande figure lannoise de la première moitié du XXe siècle, Charles Westerkamp, donc homme politique et aussi journaliste de Laon. Et le 15 juin, le dimanche 15 juin, il y a aussi quelque chose qui vous sera proposé, c'est une visite du musée de Laon par Claude Carrel. Hein, il avait l'habitude de la faire et donc là il vous la propose de nouveau, donc le dimanche 15 juin. Et le 28 juin, le samedi 28 juin, ce sera le banquet du centenaire de la Société historique de Haute-Picardie, hein, qui a été créée le 25 juin 1914. Et donc ça se passera à l'hôtel-restaurant du Golfe de l'Ailette. Hein, vous recevrez des informations avec le programme des dernières activités de l'année scolaire, donc au début du mois d'avril. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre va nous parler de la bataille de Laon. Alors pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière, il y a eu à la bibliothèque municipale de Laon une conférence de Claude Carrel. Donc Claude nous a parlé de Napoléon Ier et de la place forte de Laon. Donc il a pris beaucoup de hauteur, hein, il a pris beaucoup de recul pour nous parler de la bataille de Laon. Alors aujourd'hui on va être beaucoup plus au ras du sol quasiment, hein, on va être au cœur de la bataille, hein, on va entendre le canon et sentir la poudre. Alors j'espère qu'on ne prendra pas trop de coups. Hein, donc Jean-Pierre Allard va nous raconter alors, les événements de la bataille de Laon, donc des 9 et 10 mars 1814. Voilà, je lui laisse la parole. Merci Thierry. Eric, pardon. Eric Thierry. Non mais c'est parce que j'ai un ami qui s'appelle Thierry, donc Eric, Thierry, Eric. Bon, en tout cas, donc permettez-moi de vous souhaiter le bonsoir et de vous remercier d'être venus aussi nombreux pour m'entendre parler de cette bataille de Laon qui s'est déroulée, comme vous le savez, donc les 9 et 10 mars 1814. Une bataille qui s'est déroulée sous les murs de Laon. Hein, une bataille qui opposa des soldats français, commandés par Napoléon en personne, et des soldats alliés, commandés par le feldmaréchal Blücher. Alors, on peut se demander comment en est-on arrivé à cette situation? Comment une armée ennemie, composée essentiellement de Prussiens et des Russes, peut-elle se retrouver sous les murs de Laon en 1814? Car voici à peine 10 ans, le 2 décembre 1804, Napoléon se proclamait empereur des Français dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et jurait de maintenir l'intégrité du territoire de la République et de respecter les acquis de la Révolution française. Il était alors le digne héritier de cette révolution que l'Europe des rois ne pouvait tolérer. Égalité des droits, liberté politique et civile, autant de principes qui n'ont pas cours dans cette Europe des rois et qui peuvent justement, ces principes, la gangréner. Et comme à cette époque, la guerre est un moyen comme un autre de régler un différend, l'Europe des rois fait la guerre à la France révolutionnaire, puis à Napoléon. Car ce n'est pas l'empereur des Français qui est à l'origine de la guerre en Europe. Souvenez-vous, la guerre a été déclarée en avril 1792 par la Révolution, donc la Convention girondine, car elle devait
notamment confondre le roi Louis XVI de sa connivence avec justement cette Europe des rois. Napoléon, à cette époque, n'est qu'un simple lieutenant et il ne peut en aucune façon intervenir dans les affaires politiques françaises. Et si la République s'est quelquefois donc vue en danger, elle s'est reprise et a essaimé donc au-delà de ses frontières. La Belgique, l'Italie, la Hollande, la rive gauche du Rhin sont occupées par les soldats français. La République a créé ce que l'on a appelé les républiques sœurs, qui en grande partie ceinturent la France et la protègent comme des bastions d'une place forte à la Vauban. Mais cette place prépondérante de la France dans l'Europe de la fin du XVIIIe et du début du XIXe n'est pas du goût de la Grande-Bretagne, qui ne peut concevoir la présence d'un État fort sur le continent, quel qu'il soit, et pas seulement français. Et cette prépondérance française n'est pas non plus du goût des vieilles monarchies européennes. Donc les coalitions se succèdent contre la France, et après celle de l'époque révolutionnaire, c'est la troisième coalition qui réunit autour de l'Angleterre l'Autriche, Naples et la Russie. Elle se solde, cette troisième coalition, comme vous le savez, par l'éclatante victoire de Napoléon à Austerlitz le 2 décembre 1805, un an, jour pour jour, après son sacre. C'est la plus grande, comme me disait tout à l'heure donc une personne dans la salle, et la plus célèbre victoire française du règne de Napoléon, après la bataille donc de Waterloo. Et le traité de Presbourg, qui est signé donc peu après, marque la défaite de l'Autriche, qui cède de nombreux territoires et qui est taxée d'une importante contribution de guerre. Et l'autorité française s'ancre aussi davantage en Italie avec l'éviction des Bourbons de Naples que remplace Joseph, le frère de Napoléon, à la tête de ce royaume. Peu après, en juillet 1806, la France signe avec quelques États donc allemands du Sud un traité qui institue la Confédération du Rhin. Et dans l'esprit de Napoléon, cette Confédération du Rhin est une sorte d'État tampon entre la France d'un côté, l'Autriche, la Prusse et la Russie de l'autre. Et cette Confédération du Rhin permet également à Napoléon d'obtenir des soldats supplémentaires en cas de guerre. La Confédération du Rhin se renforcera donc ensuite par l'entrée d'autres États allemands au gré des victoires napoléoniennes. Aussitôt, cette troisième coalition, une quatrième voit le jour. On y retrouve bien sûr l'Angleterre et la Russie, auxquelles s'est jointe la Prusse pour son plus grand malheur, puisqu'elle fera les frais de cette campagne militaire de 1806, avec l'écrasement de son armée au cours de 2 batailles qui ont lieu le même jour à Iéna et au Auerstadt. Les héritiers donc du grand Frédéric avaient succombé au génie français de la guerre qu'est Napoléon Bonaparte. Reste donc à vaincre la Russie. Si la bataille d'Eylau est une victoire sanglante et mitigée pour les armes françaises, celle de Friedland, le 14 juin 1807, oblige le tsar Alexandre à signer le traité de Tilsit. La France est alors à son apogée, l'Europe est en paix, ou presque. Il reste l'Angleterre. En effet, seule l'Angleterre résiste sur son île, inaccessible, car depuis Trafalgar, elle est maîtresse des mers. Et pour l'atteindre, puisqu'elle est peu ou pas engagée sur le continent, l'empereur n'a qu'une seule solution, c'est d'utiliser l'arme économique, c'est-à-dire l'instauration d'un blocus continental. Ce blocus continental doit interdire l'entrée sur le continent des denrées anglaises et asphyxier économiquement, l'Angleterre n'aurait d'autre source que de demander la paix. Mais pour que le blocus soit efficace, il faut que tous les pays européens l'appliquent. Et ce n'est pas le cas. Certes, tous les alliés de la France et tous les pays battus militairement donc par Napoléon doivent appliquer le blocus continental, et la Russie à Tilsit a accepté donc de s'y plier, mais ce n'est pas le cas de tous les pays, comme la Suède
ou le Portugal, qui sont des alliés donc fidèles de l'Angleterre et qui commercent toujours avec ce pays. Napoléon va alors devoir jouer aux gendarmes de l'Europe afin de faire appliquer son blocus, et la campagne du Portugal s'inscrit dans cette logique. L'Espagne, qui est alors donc l'allié de la France, va aider Napoléon dans cette entreprise, mais son souverain commet l'imprudence de demander à Napoléon d'intervenir dans ses démêlés familiaux et dynastiques. L'empereur en profite donc pour chasser les Bourbons du trône d'Espagne et y placer donc son frère Joseph. Vous le savez peut-être, la population madrilène se soulève aussitôt et la répression est sanglante. La guerre s'installe et pour longtemps dans la péninsule ibérique, nous sommes en 1808, et les troupes françaises vont devoir faire face à un type de guerre particulièrement sournois, la guérilla. La défaite de Belen, c'est en Espagne, qui voit la première capitulation d'une armée française en race campagne, soulève un sentiment d'espoir dans tous les pays sous domination française. Pourquoi? Parce que l'armée française n'est donc pas invincible, elle vient de capituler à Belen. Pour l'heure, on s'installe davantage dans le guêpier espagnol et Napoléon est obligé d'intervenir en personne pour y remettre de l'ordre et chasser les Anglais de la péninsule. Il n'en a pas entièrement donc le temps, puisque l'Autriche va profiter des difficultés de l'empereur en Espagne pour l'attaquer à revers. Mais c'est sans compter avec la présence d'esprit de Napoléon qui laisse le commandement de l'armée en Espagne à Soult et fait volte-face pour contrecarrer les plans autrichiens et remporter la dure victoire de Wagram. L'union matrimoniale que Napoléon noue peu après avec Marie-Louise, qui était la fille aînée de l'empereur d'Autriche, lui laisse espérer un avenir plus serein. C'est oublier la Russie. La Russie qui connaît des difficultés économiques du fait de l'application du blocus continental et qui est insatisfaite de l'attitude française quant à la Turquie, sans compter la question donc du Grand-Duché de Varsovie. La guerre entre les deux pays est inévitable et une armée importante de près de 600 000 hommes franchit le Niémen et pénètre donc en territoire russe. Malgré l'occupation de Moscou par les Français, le tsar Alexandre ne traite pas et Napoléon est contraint d'entamer une retraite qui se transforme en véritable cauchemar pour les soldats donc de Napoléon du fait du terrible hiver russe. Ayant sauvé une très faible partie de son armée au passage de la Bérésina, Napoléon rentre à Paris où sa présence est indispensable, le général Mallet ayant tenté donc un coup d'État qui a mal fini pour lui, mais qui pendant quelques heures a mis en péril le régime impérial. Napoléon, soi-disant mort devant Moscou, personne ne songeait au roi de Rome, son fils. Le régime impérial n'est en fait qu'un colosse au pied d'argile. Dès que le désastre de Russie est connu, la Prusse se soulève, le nationalisme allemand est en pleine effervescence, Napoléon doit en toute hâte reconstituer une armée pour affronter cette nouvelle campagne qui s'annonce, et si les Alliés pensent que Napoléon est un homme fini, les victoires de Lutzen et de Bautzen leur prouvent le contraire. Même affaibli, l'empereur des Français trouve les ressources nécessaires en son génie militaire pour retourner à son avantage les situations les plus délicates. Toutefois, le nombre peut être insurmontable, même pour un génie militaire, et la bataille de Leipzig, dite aussi bataille des nations, le démontre parfaitement. Napoléon est battu et il abandonne l'Allemagne, laissant de nombreux soldats dans les places fortes allemandes. Il rentre en France et regagne Paris. Alors Napoléon battu en Russie et en Allemagne, les Alliés veulent maintenant poursuivre leur avantage et porter la guerre sur le territoire français. À l'exception de la Turquie, toute l'Europe se coalise maintenant contre la France, enfin contre Napoléon plutôt, et non contre la France, car les Alliés le proclament bien fort, je cite,
Les puissances alliées ne font point la guerre à la France, mais à cette prépondérance que pour le malheur de l'Europe et de la France, l'empereur Napoléon a trop longtemps exercé hors des limites de son empire. » Fin de citation. À ce moment précis, les Alliés sont prêts à garantir les frontières naturelles de la France, c'est-à-dire les Pyrénées, les Alpes et le Rhin. Mais les Alliés sont-ils sincères? N'est-ce pas plutôt pour se concilier les bonnes grâces des Français à leur entrée en France? Les Alliés veulent-ils vraiment que Napoléon continue à gouverner la France? Pas si sûr. Les Anglais, eux, savent qu'ils ne veulent pas d'un Bonaparte sur le trône de France. Ce seul nom est synonyme de perturbateur de l'Europe. Pour l'heure, à Paris, Napoléon essaie de parer au plus pressé. Il fait accélérer la conscription afin de reconstituer son armée. Il a perdu une deuxième armée en Allemagne, car l'heure est grave et la patrie donc est en danger, comme aux heures les plus sombres de la Révolution. Si les Alliés ne franchissent pas le Rhin de suite, l'empereur a une chance de l'emporter, du moins c'est ce qu'il pense, mais les Alliés traversent le Rhin dès la fin décembre 1813 et Napoléon ne dispose que de peu de troupes pour les arrêter, ou du moins pour les retarder avant qu'ils puissent prendre la tête de son armée. Alors, combien sont-ils au juste, ces Alliés qui veulent fouler le sol français? Plusieurs axes de pénétration sont à considérer. Au nord, l'armée du Nord, comme il se doit, commandée par le prince royal de Suède, c'est-à-dire Bernadotte, qui était ex-maréchal d'Empire, aujourd'hui aux côtés des Alliés, et demain peut-être à la place de Napoléon sur le trône de France, du moins c'est son souhait. Il commande une armée composée de Suédois, bien sûr, mais aussi de Russes et de Prussiens, soit au total 160 000 hommes, qui veulent déboucher donc au nord donc, de la France, dont peu toutefois entreront en France, pour la raison que je viens d'évoquer. Bernadotte voulait remplacer Napoléon sur le trône de France. Il ne veut pas donc intervenir en France, il ne veut pas combattre les Français. À l'est, deux armées vont converger sur Paris. La première, l'armée de Bohême, et l'armée de Silésie. La première, l'armée de Bohême, ou Grande Armée, est commandée par le général en chef des trois armées du Nord et de l'Est, le Feldmaréchal prince de Schwarzenberg. Son armée est forte de 200 000 hommes et elle est composée d'Autrichiens et de Russes. Particularité pour cette armée, le tsar Alexandre et le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, marchent avec elle. La deuxième armée, qui vient de l'Est, l'armée de Silésie, aux ordres du feldmaréchal Blücher, 72 ans, le maréchal Blücher. Son armée est forte pour l'instant de 46 000 hommes et elle atteindra bientôt 85 à 90 000 hommes avec les renforts venus de l'armée du Nord. Blücher, c'est un sabreur et il ne pardonne pas aux Français d'avoir infligé à l'armée prussienne les défaites humiliantes d'Iéna et de Auerstadt, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avec le tsar Alexandre, il est l'âme de cette campagne. Pour Blücher, un seul mot d'ordre, à Paris et le plus vite possible. Le général von Warth, le général en avant, porte bien son nom. Au sud-ouest maintenant, vous avez le corps expéditionnaire anglais aux ordres de Wellington, et ce corps expéditionnaire renforcé de contingents portugais et espagnols, soit près de 100 000 hommes. Après avoir chassé les Français d'Espagne, à l'exception de la Catalogne que tient toujours le maréchal Suchet, les Anglais ont traversé la Bidassoa en octobre 1813 et se sont dirigés vers Bayonne. Le maréchal Soult, qui commande donc les troupes françaises, défend la région et recule pied à pied. Cette campagne du sud-ouest va immobiliser des soldats français qui auraient pu renforcer la faible armée de Napoléon, même si l'empereur fait venir quelques détachements de l'armée d'Espagne. En ce début d'année 1814, l'armée du Nord est contenue en Belgique par le général Maison,
Et comme on vient de le voir, dans le sud-ouest, Soult contient les Anglais. Le péril vient donc de l'Est, de ces deux armées de Bohême et de Silésie, soit au total, dans l'immédiat, une force qui représente à peu près 250 000 hommes, en sachant que les Alliés peuvent compter sur des renforts qui peuvent aller jusqu'à 200 000 hommes, voire plus. Alors, quelles sont les forces de Napoléon? Combien de soldats peut-il mobiliser pour s'opposer donc à l'invasion de la France? Eh bien, pour faire face à ces armées alliées, Napoléon ne dispose que d'environ 70 000 hommes, répartis le long de la frontière du Nord-Est. 70 000 hommes contre 250 000. C'est peu, c'est très peu. Mais comme le dit Napoléon, 50 000 hommes et moi, ça fait 150 000. Hein? Et ce n'est pas une boutade, car comme on va le voir, la seule présence de Napoléon terrorise ses adversaires. Par ailleurs, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que l'ennemi croie qu'il dispose de troupes importantes. Les Alliés hésiteront peut-être à pousser leur avantage. Il faut gagner du temps, car le temps joue contre Napoléon. Il faut savoir également que les troupes françaises ne sont plus uniquement commandées, donc ne sont plus uniquement constituées de vieux soldats donc aguerris, mais aussi de jeunes recrues, que l'on appelle les Marie-Louise, du nom donc de l'impératrice des Français, qui avait signé le Senatus Consulte en octobre 1813, qui prescrivait la levée des classes de 1814 et de 1815. Ces Marie-Louise sont de jeunes recrues, âgées plus ou moins de 19 ans, et qui ne savent pas, pour la plupart, recharger leurs fusils, et à qui il manque l'entraînement nécessaire pour faire un bon soldat. Ils compléteront néanmoins leur formation auprès de leurs aînés tout au long de leur déplacement dans cette campagne de France. Donc vous voyez une armée française moins aguerrie que durant les premières années donc, du règne de Napoléon, mais avec qui l'empereur va faire des prodiges. De leur côté, les armées alliées donc, traversent le Rhin en plusieurs endroits et prennent la direction donc, de Paris en empruntant des voies de pénétration différentes. D'une part, pour aller donc plus vite et d'autre part, pour faciliter l'approvisionnement de leurs armées respectives. Car l'objectif des Alliés est bien la capitale française. Le tsar Alexandre ne rêve qu'au jour où il pourra faire son entrée triomphale dans Paris pour effacer l'affront de l'entrée des Français dans Moscou. Je vous avais parlé de deux armées. Donc l'armée de Silésie, la première, passe le Rhin le 1er janvier en 3 endroits différents, à Coblence, donc on ne voit pas sur la carte, c'est hors carte, à Mayence et Mannheim. Et cette armée donc de Silésie que vous voyez, si vous voyez la flèche, vous voyez donc l'armée de Silésie donc en vert avec son différent tracé. Donc l'armée de Silésie, donc après avoir traversé donc le Rhin, se dirige vers Metz, vers Nancy, vers Toul également, direction donc Saint-Dizier, pour se diriger ensuite vers Arcis-sur-Orme, même si jamais il prend un chemin un petit peu plus détourné. Et les troupes françaises qui lui sont opposées, c'est-à-dire les troupes du maréchal Marmont, vous voyez bien la carte, c'est pas trop flou. C'est flou. C'est dommage. C'était numérisé par le service des archives. Bon, enfin, ça fait rien. Les troupes françaises qui lui sont opposées, c'est-à-dire donc les troupes du maréchal Marmont, que l'on voit ici donc en rouge, reculent, permettant ainsi une avance rapide de l'ennemi, même si certaines places résistent encore. De son côté, l'armée de Bohême, que l'on trouve donc en bas de la carte, traverse le Rhin dès les 21 et 22 décembre 1813. Elle passe par la Suisse, avant de se diriger les unes vers Lyon, où se trouvent les troupes du maréchal Augereau, les autres vers Besançon et Dijon ou vers Colmar, tandis que les dernières prennent les directions, et là on voit sur la carte, de Vesoul, Langres, en direction donc de Chaumont et de Troyes. Là encore, l'ennemi
ne rencontre que peu de résistance, à l'exception donc peut-être des places fortes d'Huningue et de Belfort. Les troupes françaises, et notamment celles du maréchal Mortier, qui était opposé donc à Schwarzenberg, reculent devant les forces importantes et qui leur sont opposées. Et comme on le voit sur la carte, alors là, ici, Mortier bat en retraite sur Troyes. Les premières semaines donc, de janvier 1814 voient donc l'invasion du territoire national par d'importantes forces coalisées qui ne peuvent être stoppées par les troupes françaises qui sont réparties donc, le long de la frontière du Rhin. Néanmoins, la présence de soldats français permet, par des combats de retardement, de s'opposer quelque peu à la progression donc, ennemie et de donner donc ainsi un peu de temps à Napoléon donc, pour s'organiser. Tout est une question de temps dans cette campagne de 1814. Les véritables opérations militaires, et par là même la campagne de France, ne commencera vraiment qu'avec la présence de Napoléon à la tête de son armée. Justement, le 25 janvier, Napoléon quitte Paris pour rejoindre son armée qu'il a fait concentrer à Vitry-le-François, ici. Les choses sérieuses vont débuter. À ce moment précis, comment se présente la situation militaire? Où se trouvent donc les Alliés, même si je viens de vous en parler? Et quels sont donc le plan de l'empereur pour s'opposer aux armées coalisées? Donc je ne m'intéresse ici qu'à ces deux armées, aux armées donc de Silésie et de Bohême, sans tenir compte des autres théâtres d'opération, que ce soit donc en Belgique, que ce soit donc dans le sud-ouest de la France, ou éventuellement donc en Italie. Je n'ai pas parlé donc de l'Italie, mais en Italie, il y a aussi donc des combats qui sont menés contre le beau-fils de Napoléon. Alors comme on a pu le voir, l'avance des Alliés a été rapide et la menace vis-à-vis donc de Paris est réelle. Blücher, à la tête de l'armée de Silésie, se trouve, comme je viens de vous le dire, aux environs donc de Saint-Dizier. Il souhaite se rapprocher de Schwarzenberg, qui est plus au sud, et en ce sens, il a raison. Pourquoi? Parce qu'il pourra ainsi réunir ses forces à celles de l'armée de Bohême et présenter un front uni et nombreux face aux Français. De son côté, les corps d'armée de Schwarzenberg sont entrés donc à Bar-sur-Aube, qui sont ici, et les deux armées alliées vont emprunter d'une part la vallée donc, de l'Aube et de la Seine, et d'autre part donc la vallée de la Marne. Car il faut savoir qu'à cette époque, les cours d'eau forment une véritable barrière pour les armées en campagne. On ne peut les franchir qu'en empruntant les ponts qui les enjambent, et à cette époque, les ponts sont peu nombreux. Le réseau hydrographique a donc son importance dans la campagne de France, on le verra tout à l'heure, d'autant que les cours d'eau sont grossis par les pluies d'hiver. Donc le 26 janvier, Napoléon est à Vitry-le-François. Il adopte aussitôt le plan qui consiste à battre les armées alliées séparément avant qu'elles ne fassent leur jonction. Il faut donc faire vite, très vite, pour attaquer de flanc l'armée de Silésie. L'armée de Silésie qui est à Saint-Dizier, c'est celle qui est la plus proche de Vitry-le-François. Le lendemain, les troupes françaises se portent donc sur Saint-Dizier et enlèvent la ville occupée donc par l'ennemi qui se dérobe sans qu'il ait eu le temps de faire sauter le pont sur la Marne. En fait, il s'agissait seulement d'une simple division qui protégeait les arrières de l'armée de Silésie en marche vers Bar-sur-Aube. C'est toutefois un succès, même si la bataille n'a aucune importance d'un point de vue militaire, mais c'est un succès qui permet de remonter le moral des troupes après ce mois de reculade, mais également de remonter le moral des populations civiles. Blücher, quant à lui, continue donc son chemin. Si on suit sur la carte, de Saint-Dizier, il va partir donc à Joinville, de Joinville à Doulevant, et de Doulevant, il va se rapprocher donc de Brienne. Blücher donc prend ses quartiers au château de Brienne quand Napoléon le surprend le 29 janvier et lui inflige
malgré son infériorité numérique, une lourde défaite et qui lui coûte plusieurs milliers d'hommes et de nombreux blessés. Néanmoins, Blücher, à cette bataille de Brienne, réussit donc à se sortir d'affaire. Mais au soir de la bataille de Brienne, la campagne de France a manqué donc de se terminer, car en retournant donc au bivouac, Napoléon est surpris par un parti de Cosaques, et il ne dut la vie qu'à son officier d'ordonnance, le colonel Gourgaud, qui tua donc le Cosaque qui était prêt de lui enfoncer donc la lance dans son corps. Blücher de Brienne va prendre donc la direction de Bar-sur-Aube et va s'arrêter donc, je dois avoir une autre carte, va s'arrêter donc à La Rôtière. Donc La Rôtière, c'est là, on voit Brienne et La Rôtière qui est juste en dessous. Il arrête son mouvement donc à La Rôtière, prêt à défendre cette position et à attendre l'armée donc de Bohême qui se trouve non loin de lui. Aussitôt donc réunies, ces deux armées, fortes de 100 000 hommes, attaquent le 1er février Napoléon, qui se préparait à la retraite justement donc à cause de la supériorité des coalisés. Napoléon, de ce fait, est obligé d'accepter donc la bataille et il fait front à 1 contre 3 et arrive malgré tout à se maintenir jusqu'à la nuit avant de reprendre sa retraite en direction de Troyes en passant par le pont de Léman. Donc les Français sont en rouge et les armées alliées sont en vert. Cette défaite de l'empereur à La Rôtière ravit les Alliés qui vont reprendre leur marche sur Paris en commettant cependant une grave erreur, celle de se séparer. L'armée de Silésie emprunte la vallée de la Marne en direction donc de Châlons, que l'on voit ici, tandis que l'armée de Bohême remonte la vallée de la Seine vers Troyes. De son côté, Napoléon, battu donc à La Rôtière, se dirige vers Nogent, que l'on voit ici, et traverse la Seine tout en laissant suffisamment de troupes dans Troyes pour fixer Schwarzenberg. Il convient de dire qu'à la suite de la défaite de La Rôtière, le moral donc de ces troupes est au plus bas, le ravitaillement ne suit pas, la pluie rend les déplacements difficiles, les désertions se multiplient, mais l'empereur garde toute son énergie. Alors pendant ce premier mois donc de conflit, à Châtillon-sur-Seine, se tient un congrès qui réunit des diplomates anglais, russes, prussiens, autrichiens et français afin de trouver une solution diplomatique à la guerre. Caulaincourt, qui représente la France à ce congrès, a beaucoup de mal à faire entendre les décisions de son maître. Napoléon est pourtant prêt à signer donc la paix si l'Europe reconnaît les frontières naturelles de la France. Les Alliés étaient prêts tout à l'heure à reconnaître les frontières naturelles de la France, mais les Alliés maintenant ont dépassé ce stade depuis longtemps. Maintenant qu'ils sont sur le sol français, ils ne veulent reconnaître pour la France que les frontières de 1792, c'est-à-dire les frontières d'avant la déclaration de guerre, les frontières de l'Ancien Régime, ce qui est inacceptable pour Napoléon. Il a juré, je vous le rappelle, je vous l'ai dit en début d'intervention, il a juré de préserver l'intégrité du territoire national et il ne veut absolument pas avoir une France plus petite, enfin rendre une France plus petite qu'il ne l'a reçue. De plus, ce congrès évolue au gré des victoires des uns et des autres. Il ne débouchera donc sur aucune solution. Mais les Alliés voulaient-ils vraiment trouver une solution? Pas si sûr. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sur le plan militaire, les Alliés, après avoir battu Napoléon à La Rôtière, pensent à tort qu'il est fini et que l'empereur ne peut plus les inquiéter dans leur marche sur Paris. Alors que Schwarzenberg reste donc quelque temps inactif, Blücher se dirige vers Paris par la vallée donc de la Marne. Donc par ici, donc on voit Blücher qui remonte ici. Il pense que la route est ouverte et il rappelle à lui donc le corps du général York, dont on voit la trajectoire donc ici, en passant donc par Chalon-sur-Marne, Épernay, etc.
Il rappelle donc le corps du général York et qui repousse devant eux les soldats du maréchal MacDonald. Et ce dernier parvient donc à s'établir du côté donc de Meaux et à tenir cette position afin d'empêcher donc Blücher de gagner la route de Paris. À ce moment-là, à ce moment précis, l'armée de Silésie s'étire depuis Vertugues jusqu'à la Ferté-sous-Jouarre et elle est donc vulnérable, très vulnérable. Dès qu'il s'en aperçoit, Napoléon décide, il était à Nogent, je vous le rappelle, il décide de remonter par Cézanne et de couper donc en deux l'armée de Blücher et de la battre ainsi séparément, en 5 jours. En 5 jours et 4 victoires, le 10 février à Champaubert, le 11 à Montmirail, vous voyez une reproduction de la bataille de Montmirail, le 12 à Château-Thierry et le 14 à Vauchamp, l'empereur inflige donc à Blücher et à ses généraux des coups terribles qui obligent le général von Warth à battre en retraite sur Châlons. L'armée de Silésie a perdu près de 20 000 hommes lors de ces combats sur les quelques 50 000 qu'elle avait au départ. Toutefois, Napoléon donc ne peut la poursuivre afin de la détruire définitivement, car Schwarzenberg s'est repris, il marche à nouveau donc sur Paris, par la vallée de la Seine. Il lui faut donc laisser des troupes de couverture et se porter donc à la rencontre de l'armée de Bohême. C'est un éternel chassé-croisé entre donc l'armée de Silésie et l'armée donc de Bohême. Schwarzenberg avait en effet bousculé les troupes françaises qui lui étaient opposées et s'était remis en marche en direction donc de Provins, ici, de Montereau, il se trouve ici, et de Fontainebleau, et menaçait donc ainsi directement Paris. De Montmirail est ici, Napoléon donc gagne Meaux, descend donc à Guignes, fait un petit tour donc du côté de Mormant, où il bat donc les troupes alliées, et redescend donc sur Montereau pour la bataille qui doit être livrée avec donc l'armée de Schwarzenberg. Et cette bataille dure toute la journée donc du 18 février et se solde par une victoire française avec la conservation intacte des ponts sur Lyon, toujours cette importance des ponts, ce qui est important donc bien évidemment pour le déplacement des troupes. Toutefois, l'armée de Bohême recule partout en ordre, car si elle a été malmenée, elle n'a pas été donc anéantie. Cependant, le moral des troupes alliées est durement éprouvé. Blücher a subi plusieurs défaites, on vient de le voir, et Schwarzenberg est en pleine retraite. Le doute s'installe, et les alliés se demandent s'ils ne doivent pas donc se rapprocher du Rhin, s'ils ne doivent pas repasser le Rhin. Il manque un nouveau coup de boutoir pour semer la panique dans les rangs donc de l'armée de Bohême. Et Napoléon va engager le duc de Castiglione, entendez donc le maréchal Augereau qui se trouve, je vous ai dit tout à l'heure, à Lyon, de se mettre en marche vers le nord et de tomber sur le flanc des Autrichiens. C'était un plan super. L'armée de Schwarzenberg détruite. Repasser le Rhin. Mais Augereau, le maréchal Augereau ne bouge pas. Malgré les ordres de Napoléon, il ne bouge absolument pas. Augereau, ce n'est plus le général de l'armée d'Italie de 1796. Les années donc lui pèsent et la victoire totale n'est pas encore donc à portée de main. Schwarzenberg, à la suite de sa bataille de Montereau, donc retraite sur Troyes, poursuivi par les Français, et il va se retirer sur Chaumont. De son côté, Blücher a regroupé ses forces et a reçu un renfort d'Allemagne de 20 000 hommes. Il en avait perdu 20 000, il en retrouve 20 000, il est ragaillardi, Blücher, et reprend sa course vers Paris. Blücher, c'est le va-t-en-guerre de la coalition. Schwarzenberg est beaucoup plus timoré. Mais Blücher, lui, veut à tout prix arriver à Paris. C'est le va-t-en-guerre, encore une fois, de la coalition. Sans sa participation, la campagne de France aurait très certainement pris un autre visage. Avant de marcher sur Paris, Blücher
veut encore se renforcer des corps de Bülow et de Wijingerode de l'armée du Nord qui se dirigent vers Soissons. Donc là, on voit Soissons ici. Alors aux mains des Français, l'armée de Silésie remonte par Cézanne, qui se trouve ici, et va remonter, il va passer donc la Marne à la Ferté-Choujouard pour remonter donc un petit peu donc plus haut vers Soissons. L'armée de Silésie donc remonte donc vers Cézanne et repousse le corps de Marmont qui recule devant les importantes forces alliées, et Marmont va arriver donc du côté de Meaux à faire sa jonction donc avec le maréchal Mortier et à prendre position devant Meaux pour, encore une fois, comme je viens de vous le dire, interdire le passage de Blücher vers Perret. Et apprenant donc les mouvements de Napoléon qui repart à sa poursuite, Blücher franchit donc la Marne à la Ferté-sous-Jouarre en prenant soin cette fois-ci de détruire les ponts. Napoléon ne peut plus passer la Marne. Il est obligé donc d'attendre, il va perdre 2 jours, le temps nécessaire pour reconstruire les ponts, 2 jours qui vont se révéler cruciaux pour la suite de la campagne. De son côté, Josenberg, lui, a été averti par Blücher des mouvements de Napoléon et il s'est retourné contre les 40 000 hommes de Macdonald laissés en couverture. Et la bataille de Bar-sur-Aube, à la fin donc du mois de février 1814, va marquer le retour offensif de l'armée donc de Bohême, quelques jours seulement après le départ de Napoléon à la recherche de l'armée de Silésie. Tout à l'heure, c'était l'armée donc les Alliés qui se trouvaient donc qui avaient des doutes. Maintenant, c'est la situation de l'empereur qui est à nouveau délicate. Blücher, quant à lui, se dirige sur Soissons, en empruntant donc la route qui passe par Neuilly-Saint-Front et Oulchy-le-Château. Il est flanqué sur sa gauche par les troupes françaises de Marmont et de Mortier, route qui emprunte donc Villers-Cotterêts, et sur sa droite par Napoléon qui remonte par Château-Thierry, la Ferté, donc la Ferrand-Ardenois et vers Fismes pour interdire la route de Blücher vers Reims. Donc l'armée de Silésie, on le voit, elle est canalisée par les 2 armées françaises et semble pris au piège car la place de Soissons, important verrou sur l'Aisne, est aux mains des Français. Napoléon tient son vieil ennemi, il va pouvoir détruire l'une des armées alliées, et pas n'importe laquelle, celle qui est commandée par le général le plus belliqueux de la coalition. Alors la place de Soissons, en 1814, et à ce moment précis, du mois de mars, est commandée par le général Moreau. Il a pris son commandement voici moins d'1 mois, et il n'a sous ses ordres qu'une faible garnison qui se compose notamment de 700 Polonais, de 140 artilleurs, de 20 canons. Les fortifications de la ville sont dans un état de délabrement avancé et seules quelques réparations ordonnées d'urgence permettent de mettre la place en état de défense suffisante contre toute attaque. Les renforts envoyés de l'armée du Nord à l'armée de Silésie, c'est-à-dire encore une fois les corps de Bülow et de Wijingerode, arrivent devant Soissons le 2 mars par les 2 rives de l'Aisne. Aussitôt, donc, les Alliés mettent leur artillerie en position et bombardent la ville sans faire trop de dégâts. La nuit, Moreau commet une première erreur en acceptant la venue d'un aide de camp du général Bülow, qui lui propose tout simplement de capituler avec les honneurs de la guerre, sinon la ville sera livrée donc au pillage. Moreau hésite, convoque un conseil de préfecture, un conseil de défense, qui est plutôt partisan de la résistance, les troupes de Napoléon n'étant plus très loin. Wijingerode va alors envoyer un 2e émissaire que Moreau reçoit encore, qui va se montrer beaucoup plus menaçant, va accabler le général, qui finit donc par capituler si on lui laisse ses canons, ce que s'empressent d'accepter les Alliés qui désirent avant tout, c'est de prendre la place de Soissons et de permettre aux troupes de Blücher, qui étaient pris au piège, de passer l'Aisne afin de se soustraire aux attaques de Napoléon. Soissons aurait pu résister davantage. Les soldats,
La population était partisan de la résistance, mais le général sur qui reposait tout le poids de la responsabilité n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Car si la place avait résisté 24 heures, voire un peu plus, Napoléon était devant Soissons et la situation aurait été différente, mais l'armée de Silésie s'échappe à nouveau et se renforce, des renforts donc de l'armée du Nord, portant ses effectifs à près de 100 000 hommes, laissant Napoléon furieux à l'encontre, bien évidemment, donc de Moreau. Et Thiers, Adolphe Thiers, dans son histoire du consulat et de l'Empire, assimile le siège de Soissons à la bataille de Waterloo. C'est dire toute l'importance que revêt Soissons dans la campagne de France et à ce moment précis de la campagne. Soissons aux mains des Alliés, Napoléon charge Marmont de reprendre la place, tandis que lui cherche un passage qui lui permette de traverser l'Aisne, il ne peut pas passer l'Aisne donc à Soissons, il est aux mains des Alliés, et de poursuivre son vieil ennemi qui se dirige sur Laon. Certes, il sait maintenant qu'il lui est quasiment impossible de détruire l'armée de Silésie, mais il peut au moins l'éloigner de Paris. Ces éclaireurs l'informent que le pont de Berry-au-Bac est intact. Donc là, vous connaissez tous la région, donc Berry-au-Bac est ici. Que le pont de Berry-au-Bac est intact et qu'il est faiblement défendu. Le 5 mars, la cavalerie de Nansouty, c'est la gravure que vous voyez donc à l'écran, la cavalerie de Nansouty, avec les Polonais du général Pack, culbute les Russes et enlève le pont. Aussitôt, Napoléon se dirige donc vers Laon et il va essayer de prendre de vitesse le général prussien pour essayer donc d'être à Laon avant lui. Mais Blücher est informé donc de la manœuvre de Napoléon et il fait volte-face. Et fort de sa supériorité donc numérique, il engage l'empereur des Français à livrer donc la bataille de Craonne. Alors Craonne, ce nom évoque aujourd'hui le chemin des dames et la Première Guerre mondiale dont on commémorera bientôt donc le centenaire. Mais il y a 200 ans, presque jour pour jour, des Marie-Louise, ancêtres des poilus de la Grande Guerre, et des soldats russes vont livrer une âpre bataille sur le plateau. Car ce plateau est une formidable position entre l'Aisne et l'Ailette, avec ses pentes escarpées, une sorte de frontière naturelle qui couvre Paris donc au nord de l'Ailette. Donc là, on voit le plateau donc, de Craonne. Donc vous avez le petit plateau ici, avec la ferme d'Urtebise, et le grand plateau où sont installées donc les troupes russes. Donc Vorontzov, justement, qui commande donc l'armée russe à ce moment-là, Vorontzov a disposé donc ses hommes sur le grand plateau et son artillerie, que l'on voit donc ici, son artillerie, donc, il l'a disposée de telle façon qu'elle puisse balayer tout le futur champ de bataille. La ferme d'Urtebise, que je vous ai montré donc à l'instant, ici, est le point avancé donc des troupes russes. Le 7 mars au matin, Ney, parti de l'abbaye de Vauclair et du village d'Aille, essaie de prendre pied sur le plateau, mais l'artillerie ennemie mitraille ces hommes qui se réfugient à mi-pente du plateau. Une deuxième attaque, mieux combinée, permet aux Français d'investir donc le plateau par le nord et de prendre la ferme d'Urtebise, incendiée donc par l'ennemi, tandis qu'au sud, la cavalerie donc du général Nansouty refoule également les Russes. Mais Vorontzov, le général russe, dans un dernier sursaut, contre-attaque et chasse les troupes françaises du plateau. Il est midi, tout est à refaire. Tout est à refaire. Il faut attendre l'arrivée de renforts français, notamment ceux du général Charpentier, attendre l'installation d'une armée puissante qui pilonne l'ennemi et l'assaut du grand plateau par l'infanterie pour que Blücher décide d'ordonner la retraite sur Laon qui s'effectue en bataillon donc pied à pied. Les Russes empruntent le chemin des dames que vous voyez là, arrivent donc à Lange-Gardien et remontent par Chavignon vers Laon. Ils sont battus, les Russes sont battus, ils ont quitté le champ de bataille
mais ils ont quand même réussi à contrecarrer les plans de Napoléon qui voulait occuper Laon afin de couper la retraite à l'armée de Silésie. Quant à l'empereur vainqueur, il pense avoir défait une arrière-garde de l'armée de Silésie en retraite, ce qui n'est pas le cas, on vient de le voir, et Napoléon s'illusionne sur les intentions de Blücher et il va s'illusionner pendant un bout de temps. L'empereur établit son quartier général donc à Bray-en-Lannoy, qui se trouve donc ici. Il est décidé à attaquer donc Blücher, retranché donc dans Laon et aux alentours, dont les forces s'élèvent donc à près de 90 000 hommes. Pour cela, Napoléon il ne dispose que de 27 000 soldats. Et il peut compter également sur les 9 500 hommes du général Marmont, soit 37 000 soldats contre 90 000 hommes. Napoléon est redevenu le général de 1796, ce général téméraire qui ne s'occupait pas du nombre donc de ses adversaires. Il faut dire aussi que ces conscrits, ces Marie-Louise, se comportent héroïquement. Ils l'ont encore prouvé donc à Craonne. Et Napoléon croit toujours que l'armée de Silésie est en retraite. Ce sera pour tout à l'heure. Le 8 mars au matin, l'empereur fait avancer donc ses troupes vers Laon en empruntant donc la route de Soissons, que l'on voit ici. En empruntant donc la route de Soissons, tandis qu'il donne ordre donc à Marmont de le rejoindre en suivant la route qui de Berry-au-Bac passe par Corbeny et Fétieux afin donc de le rejoindre du côté d'Aty. L'armée de Napoléon, elle, arrive donc aux abords du défilé d'Étouvelle, et Étouvelle donc est défendue par 4 divisions russes aux ordres du général Tchernitchev. Alors à cette époque, Étouvelle elle est entourée de marécages et on ne peut l'aborder que par la route. Donc la cavalerie donc française de Colbert essaie de passer, mais elle est mitraillée par l'artillerie donc ennemie et se replie. Ney essaie donc à son tour avec son infanterie, mais sans plus de succès. Napoléon décide d'attendre la nuit, on ne sait jamais. Le général Charpentier, dont je vous ai déjà parlé, originaire de la région, il est né à Soissons, communique à l'empereur des informations précieuses pour prendre à revers les défenseurs d'Étouvelle en passant par un chemin détourné qui débouche à Chivy, au nord. Et c'est le colonel Gourgaud, celui-là même qui avait sauvé donc la vie de son souverain à Brienne, qui est chargé de cette tâche. Et à la nuit tombante, il se met en route, mais il se perd. Il arrive trop tard. Mais c'est pas grave. L'infanterie du maréchal Ney était repartie donc à l'attaque, il avait déjà enlevé donc à la baïonnette le défilé d'Étouvelle, et la cavalerie française de Belliard poursuivait donc les fuyards jusqu'à Laon, se heurtant au faubourg donc de Semilly, fortement défendu par les soldats alliés qui refoulent cette cavalerie par trop hardie. Laon est à l'abri d'un hurrah. Alors, si vous le voulez bien, arrêtons-nous un petit peu. Comme ça, je vais souffler. Arrêtons-nous un instant avant d'aborder donc la bataille de Laon sur les Lannois de cette année 1814 et plus exactement sur leur relation avec les occupants. Car la ville de Laon est occupée depuis le 12 février 1814. La veille, le 11, devant l'arrivée imminente des Alliés et pour éviter des désagréments à la ville, le maire, c'est-à-dire le Carlier de Coligis, ne veut opposer aucune résistance. Son attitude irrite d'ailleurs les quelques militaires présents qui veulent résister et surtout ne pas se rendre à une poignée donc de soldats, comme ce fut le cas à Marle. L'honneur le commande. Pour se défendre, la ville de Laon compte un bataillon du train d'artillerie, quelques soldats d'infanterie et la garde nationale, soit à peu près 500 hommes, mais qui ne sont pas tous armés, et 4 canons de petit calibre. Il a été convenu, avec le préfet, que la ville ne se rendra que si l'ennemi est en force. Donc on résiste s'il n'y a pas grand monde, s'il y a beaucoup de monde, on voit ce qui se passe. Toujours le 11 mars, dans l'après-midi, justement, quelques Cosaques
quelques Cosaques arrivent donc devant les villes, devant la ville de Laon. Ils sont peu nombreux, entre 40 et 50 hommes. Mais ils somment la ville de se rendre, sous peine de brûler le faubourg de Vaube qu'ils viennent d'occuper. Quelques artilleurs du commandant Boutan les attaquent et le repoussent facilement. Ils ne sont que 40 ou 50. Ils les repoussent facilement sur la route de Chambry. Mais devant cette menace réelle, l'administration préfectorale, le commandant du département de l'Aisne avec la garnison quitte la ville pour l'affaire. Les Lannois sont abandonnés à eux-mêmes. Et le lendemain, à 9 h, les Cosaques de la veille se représentent donc devant la ville, mais cette fois-ci, ils forment l'avant-garde d'une armée plus importante, celle du prince Lapouquine. Le prince Lapouquine est reçu par le maire et le prince l'informe qu'il est à la tête d'une armée de près de 25 000 hommes qui doit ensuite donc se diriger sur Soissons, qui est, comme vous le savez, un point stratégique sur l'Aisne. La ville de Laon peut donc ouvrir ses portes à l'ennemi sans déshonneur, car elle ne peut absolument pas résister à une armée ennemie donc de 25 000 hommes, d'autant que le prince Lapouquine s'engage à ce que ses soldats respectent la vie et les biens des habitants, à la condition toutefois que ces hommes n'aient à souffrir d'aucun attentat contre leur vie. Il avait même été prévu que le service d'ordre de la ville devait être assuré à la fois par les Russes et la garde nationale, mais les Alliés ne tiendront pas leurs promesses, le naturel de l'occupant reprenant vite le dessus. Cela ne les empêche pas de diffuser partout la proclamation que Vigingerode donc avait fait imprimer avant de traverser le Rhin, et dont je vais vous donner donc en partie lecture. Nous nous portons au-delà de vos anciennes frontières. Le prince royal de Suède nous suit avec toute son armée. Le ciel a favorisé nos armes pour la gloire de la Russie et la délivrance de l'Allemagne. Il consommera son ouvrage et forcera l'empereur Napoléon à vous donner la paix que vous tous désirez. Lisez les proclamations des princes alliés. Vous verrez qu'ils veulent la paix. Demandez à vos compatriotes, comme nos soldats les traitent, et vous serez convaincus qu'ils entrent en amis dans vos villes et villages. Nous ne faisons la guerre qu'aux soldats de Napoléon. Que le ciel vous préserve de vous joindre à eux. L'innocent souffrirait avec le coupable. Toute la population serait abandonnée à la vengeance des Cosaques si un bourgeois, un paysan, quittait ses occupations pour prendre les armes. Donc à les entendre, les Alliés ne font la guerre qu'à Napoléon et à ses soldats, et la population civile n'a rien à craindre de leurs hommes. Mais on sait ce qu'il en fut, notamment à Château-Thierry et à Soissons, livrés au pillage. Et on connaît les exactions commises à l'encontre donc des civils. Je vous rappelle que l'un des jeux préférés des Cosaques est de déshabiller complètement donc les hommes et de les laisser ainsi dehors, alors que l'hiver 1814 est très rude. Ces exactions sont souvent le fait des Prussiens et des Cosaques irréguliers, l'armée russe se comportant dans l'ensemble correctement. Et à Laon, les Lannois doivent loger donc les soldats qui s'entassent parfois jusqu'à 80 par maison et à pourvoir à leur subsistance. Et justement, dans les archives communales de Laon, on trouve donc ce placard du maire de Laon, le Carlier de Colligis, qui préconise ce qu'il faut donner aux soldats donc prussiens pour leur petit déjeuner, leur dîner et leur souper. Donc pour le déjeuner, par exemple, là vous lisez bien, je suppose. Oui. Donc pour le déjeuner, donc il faut fournir aux armées alliées une soupe donc aux soldats, une soupe de farine ou de bière, une tartine de beurre et un petit verre d'eau-de-vie. Pour le dîner, une soupe avec une demi-livre de viande. Je ne suis pas sûr que les Lannois à cette époque pouvaient donc avoir une demi-livre de viande, cela par homme. Des légumes cuits avec de la graisse convenable, une livre de pain, une bouteille de bière, bien la bière les Allemands, ou une demi-bouteille de vin. Et pour le souper, donc c'est pareil, une soupe, des légumes, sans oublier le petit verre d'eau-de-vie. Et pour les officiers, il est recommandé, bien évidemment, d'avoir des égards convenables, comme ils écrivent, dus à leur rang et à leur grade. Mais il faut savoir que
bien souvent, donc, on n'a pas besoin de ces déclarations, parce que la seule vue du Sab et du Knut, parce que donc il n'y a pas que des Prussiens, il y a aussi donc des Russes, suffit simplement donc aux habitants pour faire le moindre caprice de leurs hôtes involontaires. Et les femmes et les filles ont le plus à craindre de la soldatesque, même si les soldats ne sont pas tous des soudards. Et après les troupes de Wiesengerode, qui vont aller donc sur Soissons, c'est celle de Bülow qui passe par Laon, et les troupes continuent d'arriver journellement. Avec les défaites, elles se font plus exigeantes, et à la veille de la bataille de Laon, les habitants vivent dans l'angoisse. Alors vous connaissez tous la situation particulière donc de Laon, bâtie sur un promontoire dominant la plaine environnante d'une centaine de mètres. Elle est ceinturée, comme aujourd'hui, par des remparts, certes en mauvais état, mais qui peuvent impressionner. Ces pentes escarpées, avec ces nombreux pieds de vigne, ces jardins et ces murailles, rendent l'accès au plateau difficile. Au pied de la butte, les faubourgs donc ceinturent la ville, comme autant de bastions avancés. Au sud, vous avez bien sûr le faubourg de Leuilly, le faubourg de Smilly et celui d'Ardon. Et au nord, vous avez donc ceux de la Neuville, de Saint-Marcel et le faubourg donc, de Vaud. Et les villages alentours participent aussi à la défense donc, de Lambes. Ceux d'Attille, que vous reconnaissez ici, et de Classique, seront au centre des combats. Alors, quelles sont les forces en présence en ce mercredi 9 mars 1814? Où sont positionnés les Alliés? Bon, là, vous avez une petite idée avec la carte. Et quelle est la situation des Français? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'armée de Silésie pouvait compter sur environ 85 à 90 000 hommes. Il est toujours donc, très difficile de donner donc, un chiffre exact parce que c'est très variable d'une source à l'autre. Et de son côté, Napoléon commande une armée réduite de 27 000 hommes qui se présente devant les faubourgs de Smilly et d'Ardombes. Et il peut également compter sur les troupes du maréchal Marmont qui dispose de 9 500 donc, soldats qui doivent rejoindre encore une fois donc, Napoléon par une route, donc, par la route de Reims qui aboutit donc à Attille. Il faut noter donc un élément important pour la suite donc, des événements, c'est que Blücher est malade. Le maréchal Blücher est malade et il va passer son commandement dans le courant du 10 mars à son chef d'état-major, le général Gneisenau, ce qui aura son importance comme on le verra donc tout à l'heure. Donc la disposition des troupes alliées, vous les avez donc à l'écran. Donc Bülow, le général donc Bülow occupe donc le plateau avec 17 000 hommes. Il protège le plateau et les alentours, donc les abords donc directs du plateau, où sont positionnés d'ailleurs 50 canons disposés de telle façon à battre l'accès au faubourg donc de Semilly et d'Ardon. Et chaque faubourg à Semilly et à Ardombes sont occupés par deux bataillons. Clausewitz, que vous connaissez donc sûrement, qui est le célèbre théoricien donc militaire allemand, participe à cette bataille en tant qu'officier et occupe justement le faubourg donc de Smilly avec ses hommes. Donc à sa droite, c'est-à-dire donc vers l'ouest, se trouve le corps russe de Wiesengerode, forte environ donc le fort de 25 000 hommes. Il s'étend, comme vous pouvez le voir, de Molinchard à la ferme donc d'Affin et devant le village de Classy. Donc là, on voit l'artillerie qui est placée donc en avant, l'infanterie qui est derrière, et ici donc sur leur droite, la cavalerie. Et à l'est, devant Attille, vous avez les corps des généraux prussiens York et Clast, soit 24 000 hommes. Bon, là, la carte donc présente la bataille de Laon vers le soir, parce que donc les corps que vous voyez ici de Sacken et de Longeron, au départ, ne se trouvent pas là, mais se trouvent donc en réserve derrière donc les faubourgs de la Neuville et de Saint-Marcel, et cette réserve est constituée à peu près de 25 000 hommes. Et la position donc ici, donc la Neuville
et Saint-Marcel était une position favorable parce que ça permettait à Blücher de renforcer comme il voulait, soit sa droite ou soit sa gauche, et qui plus est, derrière la butte, cette réserve était complètement invisible de l'armée française. Alors la bataille du 9 mars, la bataille de Lens s'est déroulée sur 2 jours, le 9 mars et le 10 mars. La bataille du 9 mars se passe en 2 temps. D'une part, la bataille donc, de Napoléon à l'ouest, sur les faubourgs donc, de Semilly et d'Ardombes, et dans un deuxième temps, vous avez la bataille à l'est, du côté d'Aty. Alors il faut savoir, à cette époque-là, le 9 mars, c'est pas comme aujourd'hui, 200 ans après, il fait très froid, il neige. Et donc, dans la nuit donc, du 8 au 9 mars, la neige est tombée donc, toute la nuit et elle ne cesse seulement de tomber que vers 6 heures du matin. Et avec la levée du jour, un épais brouillard va s'installer et va masquer les premières attaques françaises. De son quartier général de Chavignon, Napoléon a installé son quartier général à Chavignon, Napoléon va ordonner donc à Ney, qui se trouve donc ici, on trouve Ney ici, et donc Mortier, les troupes donc du maréchal Mortier se trouvent ici. Napoléon va donc ordonner donc à Ney d'enlever le faubourg de Smilly et à Mortier de prendre le faubourg d'Ardon. Et les choses débutent à 7 heures du matin, dans le brouillard. Le général Porret de Morvan, qui appartient au corps de Mortier, enlève Ardon à la pointe de la baïonnette et dépasse même le faubourg puisqu'il repousse les Prussiens au pied donc de la butte et quelques soldats parviennent même à gravir la pente et à aborder donc le plateau du côté de l'abbaye Saint-Vincent. Donc on attaque comme ça, on monte vers le plateau et on commence à prendre le pied du côté donc de l'abbaye Saint-Vincent, mais ils sont trop peu, ils sont mitraillés donc à bout portant par les Alliés, ils regagnent Ardon et ils vont s'y maintenir toute la matinée. De son côté, le général Boyer, qui fait partie donc du corps du maréchal Ney, va s'assurer du contrôle du faubourg de Smilly. Les Marie-Louise, encore une fois, font bonne contenance donc au combat. Et Clausewitz, qui commande donc à Semilly, demande des renforts qu'il obtient et reprend le faubourg de Smilly. Boyer et ses hommes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils repartent à l'assaut et s'emparent de nouveau du faubourg de Smilly. Et jusqu'à 11 heures, ce faubourg de Smilly sera l'objet d'âpres combats qui le voient pris et repris par les Français. Mais avec le brouillard qui se lève, le brouillard s'est levé ce 9 mars, Blücher se rend compte, Blücher se trouve sur le plateau, Blücher se rend compte de la faiblesse du dispositif français. Il en conclut que l'attaque principale ne peut pas venir de ce côté et que Napoléon va forcément attaquer ailleurs. Mais où? Il faut tout craindre d'un génie militaire tel que Napoléon. À midi, on annonce à Blücher l'arrivée de troupes françaises par le défilé de Fétieux. Ça ne peut être que l'attaque principale. Que va faire le général prussien? De son côté, Napoléon, qui est à Chavignon, et qui croit toujours que les Alliés font retraite, est surpris de la résistance que rencontrent ses lieutenants et rejoint le champ de bataille, donc devant Laon, vers midi. Et c'est à ce moment, ça c'était donc l'attaque de Smilly, c'est à ce moment-là que Blücher choisit donc c'est à ce moment-là, donc vers midi, que Blücher donc choisit de se porter sur le flanc gauche des Français, sur le flanc gauche des Français, avec le corps de Vigingerode. Boyer, qui se trouve à Semilly, voyant sa retraite donc menacée, recule, pendant que Ney donc repousse les Russes et les repousse donc dans le village de Classy. À l'état-major allemand, installé près de la tour Ève sur le plateau, c'est l'anxiété, car les généraux, Blücher en tête, cherchent à percer la stratégie donc de Napoléon. Cette contre-attaque du maréchal Ney les persuade que l'attaque principale viendra de l'est, de la route d'Aty,
et qu'il convient d'en finir avec ces troupes françaises qui cherchent à prendre pied au sud de l'An. Bülow donne ordre donc à son infanterie de reprendre Ardon, et il repousse le général Porret donc de Morvan jusqu'à Leuilly. Donc Bülow repousse donc Porret de Morvan d'Ardon, le repousse donc jusqu'à Semilly, et les Prussiens donc poursuivent donc l'armée française quand Blücher se ravise et arrête la manœuvre. Pourquoi Blücher arrête la manœuvre? Car, après réflexion, il se dit qu'il est impossible que Napoléon donc attaque à deux endroits opposés, du côté donc des faubourgs de Semilly d'Ardon et du côté donc d'Attigues, deux endroits opposés et aussi éloignés l'un de l'autre, sans qu'il y ait donc une autre armée qui fasse la liaison. Et cette armée ne peut venir que par la route de Bruyères. Et donc arriver donc du côté d'Ardon, et si jamais donc on s'avance un peu trop pour les Prussiens vers Semilly, on peut être donc coupé donc de la ville de Laon. Donc Blücher devient prudent. Il envoie des détachements vers Bruyères pour voir si jamais il n'y a pas une armée française qui arrive, et retarde ainsi donc son attaque générale. Et il se demande également ce que va faire l'armée française qui arrive donc par Fétieux. Alors cette armée, celle qui arrive donc par Fétieux, c'est celle qui est commandée donc par le maréchal Marmont, qui, malgré les ordres reçus, s'est mis en route, mais beaucoup trop tard, et qui arrive de ce fait tardivement sur le champ de bataille, à 10 heures, alors que les combats donc font rage dans le sud de l'An. Marmont arrive seulement à Fétieux. Il y reste jusqu'à midi, prétextant donc un épais brouillard, et se remet donc en route, plusieurs heures donc après, en direction d'Atti, qu'occupent donc les Prussiens. Il arrive donc devant Atti à 14 heures. À 14 heures, et il installe donc des batteries sur la butte aux vignes. Alors la butte aux vignes, ça doit être ici. Et cette batterie donc d'artillerie canonne donc le village d'Atti, et il installe une autre batterie non loin de là qui pilonne donc l'artillerie russe sur la butte du Chauffour, que l'on voit ici. Et devant ce déluge de fer et de feu, les Prussiens se retirent d'Atti en prenant soin donc de mettre le feu au village. 140 maisons des 144 qui existaient donc à l'époque sont ainsi la proie des flammes. Les Français contournent quand même le village donc en flammes et poursuivent l'ennemi, mais ils sont stoppés par la mitraille, car les Prussiens sont décidés maintenant à tenir leur position derrière le village donc d'Atti. Et dans ces différents affrontements, Marmont a pu juger du nombre de soldats dont dispose son adversaire, et le rapport des forces n'est pas à son avantage, et il s'en aperçoit. Je vous rappelle qu'il ne dispose que de 9500 hommes, et qu'en face de lui, il y a 24 000 Prussiens. L'ennemi pourrait facilement écraser sa faible armée s'il n'attendait des ordres de Blücher pour lancer l'offensive générale. Alors du côté de Napoléon, l'empereur attend toujours des nouvelles de Marmont, qui ne lui envoie pas de messagers, et les messagers qu'envoie donc l'empereur, ils sont faits prisonniers par les Cosaques qui sillonnent l'espace, compris entre Ardon et Bruyères. Et sans nouvelles de son lieutenant, sans nouvelles de Marmont, Napoléon ne peut s'engager à fond dans la bataille, mais il doit poursuivre quand même ses attaques pour faire diversion jusqu'à l'arrivée donc de Marmont. Il ordonne donc à ses généraux de retourner donc à l'assaut des deux faubourgs tant convoités, Semilly et Ardon. Boyer reprend Semilly aux hommes de Clausewitz, et Porret de Morvan, soutenu par la cavalerie française de Bellegarde, se rend maître d'Ardon. Et là donc, à l'écran, on voit une gravure qui représente donc la bataille de Laon. On voit derrière le plateau. Alors forcément, là les tours c'est un petit peu curieux, ça ressemble plutôt donc aux constructions russes. Mais bon, ça
C'est le dessinateur, n'est-ce pas, qui fait des petites fantaisies, mais on voit ici, donc ça donne un petit exemple de l'avancée des troupes françaises dans un village, quoi. Donc Boyer, je vous disais, reprend Smilly aux hommes de Clausewitz et Poré de Morvan, donc lui reprend le faubourg d'Ardon. Et par ailleurs, Charpentier, lui qui arrive donc sur le champ de bataille, donc Charpentier, lui, va enlever le village de Classy qui était occupé par les troupes russes du général Vorontsov. Donc, on a une situation assez favorable pour les Français, hein, puisqu'on a chassé les Prussiens d'Aty, on est maître donc du faubourg de Smilly, on est maître du faubourg donc d'Ardon, on est maître du faubourg donc de Classy. C'est pas mal, hein. Seulement ça va durer donc fort peu de temps, hein, fort peu de temps, parce que donc en face les Alliés ont beaucoup d'hommes, ils envoient donc des renforts et les Alliés vont reprendre l'initiative et chasser les Français de Smilly, chasser les Français donc d'Ardon. On va conserver quand même Classy, et avec la nuit qui commence à tomber, les combats s'arrêtent, cessent de ce côté donc-ci donc de la bataille. Les Français vont bivouaquer entre Classy donc et Leuilly, prêts à reprendre la lutte le lendemain, avec la coopération bien évidemment du maréchal Marmont, qui s'est fait donc attendre dans cette journée donc du 9. Et justement, pour en revenir à Marmont, qui se trouve du côté d'Aty, les combats ont également pris fin à la tombée de la nuit, mais au lieu d'appliquer des mesures de sécurité strictes qui mettraient donc ces hommes à l'abri donc d'un coup de main en se repliant vers Fétieux, ce qui avait néanmoins l'inconvénient d'abandonner donc le terrain gagné dans la journée, le duc de Raguse, entendez le maréchal Marmont, fait bivouaquer donc ces hommes sur place, donc du côté donc d'Aty, alors que l'ennemi se trouve à proximité et en nombre. Je vous ai dit tout à l'heure, en début d'intervention, que les soldats donc, français sont pour l'essentiel de jeunes recrues, inexpérimentés, et de ce fait, elles ne se gardent pas des ennemis, ou peu. Les artilleurs, par exemple, qui sont des artilleurs de marine d'ailleurs, les artilleurs laissent leurs pièces à la prolonge, hein, plutôt que de les remettre sur les avant-trains, ce qui ne permettra pas un départ précipité en cas de danger. Enfin, il faut savoir que la plus grande partie donc, de ces soldats est fatiguée donc, par la marche qu'ils ont faite donc, depuis Berry-au-Bac et fatiguée par les combats qu'ils viennent de livrer. Ils se reposent donc au coin des feux allumés donc, au bivouac, où le sommeil les surprend. Marmont, lui, ne dort pas sur place. Non, il ne dort pas sur place, il va se retirer au château d'Eppe, à 4 km donc de là. Et la nuit aurait pu être tranquille pour les soldats français si l'ennemi n'était pas si près et s'il n'avait pas eu le temps aussi, durant donc, les combats de la journée, de juger des forces françaises. Les généraux prussiens et leurs commandants en chef savent maintenant qu'ils n'ont en face d'eux qu'un corps d'armée peu nombreux, un corps qu'il est facile de mettre hors de combat, et le général York, qui commande les Prussiens donc du côté d'Aty, demande à ses généraux s'ils se sentent capables de mener à bien une attaque de nuit. Sur leur réponse affirmative, York demande l'autorisation donc à Blücher, hein, demande s'il est d'accord sur le principe, et Blücher l'est d'autant plus qu'il vient d'envoyer des ordres donc en conséquence. Les Prussiens vont attendre la nuit, hein, néanmoins, la nuit noire, avant de s'élancer et de partir à l'assaut du camp français. Le prince Guillaume, qui fait partie donc des troupes de York, hein, va avancer quelque peu ses troupes vers la ferme de la Manoise. Alors je ne sais pas si on voit bien sur la carte. Donc la ferme de la Manoise, c'est dans ce coin-là. Hein. Donc il fait avancer un petit peu donc, ses troupes vers les troupes françaises. Les corps de Sacken et de Longeron qui se trouvaient, donc là, ils sont bien mis donc du côté de Lanneville et de Saint-Marcel. Ils vont se mettre donc en arrière des corps donc des corps prussiens
Et la cavalerie de Zieten, elle, va s'installer donc entre Chambry donc, et Samossi, au nord-est un petit peu donc, du village d'Atti. Et à 19h, donc à cette époque, ça ne doit pas être l'heure d'été ou l'heure d'hiver, donc il fait noir, à 19h, le 9 mars 1814, les Prussiens avancent en ordre et surtout en silence. Le prince Guillaume, dont je viens de vous parler, entre dansAtti, toujours en silence, et surprend les Français donc endormis, passant au fil de la baïonnette nombre de Marie-Louise. Les Français donc se débandent dans la plaine en direction de la butte aux vignes, poursuivis donc par les Prussiens qui poussent des hurrahs. L'ennemi enlève les canombes de la butte aux vignes que défendent les artilleurs qui se font tuer sur place. Pendant ce temps, la cavalerie de Zieten, qui se trouvait donc au nord d'Atti, s'ébranle. 7000 cavaliers qui chargent au galop en pleine nuit, elle culbute la cavalerie donc française de Bourdesoul qui se trouvait donc en face d'elle, qui reflue et ajoute encore donc à la confusion. Dans cette fuite éperdue, les adversaires sont mêlés et se dirigent ensemble vers Fétieux. Marmont accourt. Marmont, donc dès qu'il sait qu'il y a une attaque donc prussienne, il accourt donc du village d'Eppe, mais il ne peut rallier ces hommes. Il est pris donc dans la retraite, et l'espoir va venir donc d'un petit détachement qui se trouve ici. Hein, c'est le détachement du colonel Favier, que justement Marmont avait envoyé peu avant la tombée de la nuit à la rencontre de l'empereur. Et Favier, entendant le hurrah, fait demi-tour. Il fait demi-tour donc avec ses hommes et avec sa faible artillerie, et il va attaquer la droite donc du général Kleist, qui, surprise, recule. Et Favier va s'installer donc sur la route donc de Reims, et il va tenir tant qu'il pourra afin de permettre aux soldats de Marmont de se regrouper et de se diriger vers Fétieux d'une manière, je dirais, plus ordonnée. La déroute du départ se change en retraite. C'est pas tout à fait pareil. Mais Marmont n'est pas sauvé pour autant. Marmont n'est pas sauvé pour autant parce que les Prussiens essaient de le prendre de vitesse et de gagner avant lui le défilé de Fétieux. Hein, par la route de Reims, on arrive par Fétieux, c'est le défilé de Fétieux. Heureusement pour l'honneur français, la manœuvre échoue. La manœuvre échoue grâce à des chasseurs à pied de la garde impériale qui vont défendre le défilé, permettant ainsi au corps de Marmont de s'y mettre à l'abri et de bivouaquer donc en arrière, entre Corbeny et Berry-au-Bac. Les Prussiens ne dépasseront pas le défilé ce jour-là et ils vont camper entreAtti et Eppe. Mais cette attaque de nuit coûte cher à Marmont. Il perd un tiers de ses effectifs. 9500 hommes, un tiers, à peu près 3000. De nombreuses pièces d'artillerie, de nombreux convois. Et le lendemain de Fétieux, il va reculer jusqu'à Corbeny. Il va remettre de l'ordre dans son armée. La conséquence de tout cela, c'est qu'il ne pourra plus intervenir dans la bataille de Laon. Il est, comme on dit aujourd'hui, hors course. Averti du succès donc de l'opération, Blücher s'écrie « Ah, ce brave York, quel brave homme ! Ah, ce vieux York, pardon, quel brave homme ! Si l'on ne pouvait plus compter sur lui, le ciel s'écroulerait. » Et dans la nuit, Blücher donne ses ordres pour le lendemain. Les corps de York et de Classe doivent poursuivre Marmont vers Berry-au-Bac. Wigzingerode et Bülow doivent repousser Napoléon sur Soissons, pendant que Sacken et Longeron, par la route de Bruyères, lui couperont donc la retraite à Lange-Gardien. La position de Napoléon semble critique. Et dans cette même nuit, Napoléon établit également son plan de bataille pour le lendemain. Il reste persuadé, Napoléon, que Blücher va battre en retraite. Et son plan de bataille est le suivant: Charpentier, Boyer, soutenus par le corps du maréchal Ney, déboucheront donc de Classy et repousseront donc les Russes sur la Neuville.
De son côté, Mortier, qui se trouve donc toujours ici, Mortier, avec une partie de la cavalerie, formera le centre du dispositif français et soutiendra l'action de la gauche française. Et à droite, c'est Hattie, Marmont continuera son attaque. Donc, à ce moment-là, l'empereur n'a pas encore connaissance du désastre de Marmont. Il n'en sera averti que vers les 4 ou 5 heures du matin. Il l'a fait quand même vérifier, mais il doit se rendre à l'évidence. Le corps de Marmont a bel et bien été battu, et Marmont ne pourra plus intervenir dans la bataille qui doit s'engager dans quelques heures. Quelle décision va prendre Napoléon? Sans la présence du corps de Marmont, la victoire semble incertaine. Cependant, les Prussiens ont dégarni leur dispositif sur la droite pour renforcer donc leur gauche du côté d'Hattie, et rester devant Laon, cela obligerait donc aussi l'ennemi à se concentrer et à exercer une pression moins forte sur le corps de Marmont. Donc Napoléon choisit de rester devant Laon et d'attendre les circonstances. Peut-être seront-elles favorables et lui permettront-elles de repousser l'ennemi hors de Laon. Du côté prussien, les ordres donnés par Blücher, donc à la suite du hurrah d'Hattie, sont en cours d'exécution. Je viens de vous les citer, partir donc à la recherche donc de Marmont, pousser donc Napoléon sur Soissons, essayer donc de lui couper la retraite. Mais ces ordres sont bientôt contremandés par le général donc Gneisenau, qui est le chef d'état-major de Blücher. Pourquoi il contremande ces ordres-là? Le plan était pourtant parfait. Le plan était parfait et il pouvait détruire la petite armée donc de Napoléon. Je vous ai dit en début d'intervention que Blücher était malade. Et bien justement, ce 10 mars 1814, il a un accès de fièvre qui l'oblige, qui le terrasse et qui l'oblige donc à s'aliter. Il ne peut plus diriger les opérations et c'est son chef d'état-major, le général Gneisenau, qui doit s'en charger. Personne ne voulait prendre donc la suite de Blücher, donc il a été désigné d'office. Or celui-ci, le général Gneisenau, est timoré, prudent, il a peur, car devant l'attitude de Napoléon qui semble vouloir renouveler effectivement ses attaques devant Laon, il prend peur et il contremande les ordres de Blücher et rappelle donc à lui tous les corps d'armée, ceux de York et de Classe et surtout ceux de Sacken et de Langeron qui déjà se trouvaient donc à Bruyères. Donc Bruyères c'est ici. Il se trouvait déjà à Bruyères et il se dirigeait sur Chavignon pour prendre à revers l'empereur Napoléon. Alors à 9 h, ce 10 mars, Wiesingerode reçoit donc l'ordre d'attaquer le village de Classy, qu'occupaient donc, je vous le rappelle, les troupes du général Charpentier. Il charge le général Vorontzov de l'attaque. Alors, comme toute attaque, c'est donc déjà au départ l'artillerie qui donne, donc on entend le canon, de 9 h jusqu'à 10 h, et à partir de 10 h, c'est l'infanterie russe qui s'avance sur l'étroite route de Classy. Ça ne nous donne pas cette impression quand on voit la gravure donc, à l'écran, on a l'impression que c'est très large. Donc il s'élance sur l'étroite route de Classy et Charpentier, qui se trouve dans le village, laisse avancer les Russes. Et quand ils sont assez près, c'est-à-dire à 150 mètres, 200 mètres des soldats français, il les mitraille à bout portant. L'assaut russe échoue. Les Russes reculent. Qu'à cela ne tienne. Ils repartent à l'assaut une deuxième fois, et une deuxième fois, les Marie-Louise de Charpentier les repoussent. À 5 reprises. 5 reprises jusqu'à 14 h, les Russes vont s'acharner sur Classy, et à 5 reprises, les troupes de Charpentier vont résister à leurs attaques. Alors devant les échecs répétés donc des Russes, Gneisenau envoie quelques régiments de Bülow en soutien. Bülow est sur le plateau, donc il descend le plateau pour aller du côté de Classy. Napoléon prend ses mouvements de troupes pour un commencement de retraite, et afin d'accélérer cette retraite prussienne, il donne l'ordre à Charpentier
de sortir de Classigue et d'attaquer la Neuville, à Ney de reprendre son attaque de la veille sur Semilly, et à Mortier de prendre Ardon. C'est le plan qui avait été arrêté par Napoléon dans la nuit du 9 au 10 mars. Mais les faubourgs sont toujours aussi bien donc défendus, et les attaques françaises échouent, même si quelques soldats de la division Curiale ont réussi à contourner Smilly par l'ouest et à gravir les pentes de la montagne. Ils ont pris donc la montagne couronnée, ils ont quand même réussi donc à monter sur le plateau avant, malheureusement, de se faire encore une fois mitrailler à bout portant par l'artillerie ennemie. On a à l'écran la Lande Vert, qui se trouvait aussi présente à la bataille de Laon. Donc décidément, il faut bien se rendre à l'évidence, Laon ne peut pas être prise. Toutefois, Napoléon s'entête encore et essaie de voir s'il ne peut pas déborder l'ennemi par la gauche. Mais ce n'est pas possible, il faut vraiment se résigner à la retraite. Les combats vont durer néanmoins jusqu'à la tombée de la nuit, l'obscurité permettant donc de couvrir la retraite des troupes françaises sur Soissons, réoccupée par les Français. Ney, le maréchal Ney, reste toujours sur place. C'est toujours comme ça avec le maréchal Ney. Il est toujours à l'avant quand c'est les batailles, et quand c'est les retraites, il est toujours à l'arrière. Et donc il reste donc à l'arrière pour tromper l'ennemi sur les intentions donc françaises. Mais devant les attaques hardies de Napoléon en ce 10 mars, les Prussiens et les Russes ont été intimidés par la combativité donc française, et ils ne poursuivent pas la petite armée française. Ils ne la poursuivent absolument pas. Ils restent sur leur position donc à Laon et dans les environs. C'est ce qui sauve Napoléon d'une destruction certaine. Et quand je vous disais tout à l'heure que Napoléon coûtait donc 100 000 hommes, c'est vrai, c'est effectivement vrai, parce que donc si jamais Blücher et Gneisenau n'avaient pas eu peur de Napoléon, ils auraient donc envoyé leurs troupes. Et l'armée de Napoléon, à la suite donc de la bataille de Laon, n'existait absolument plus. Et c'est seulement que le lendemain de la bataille qu'ils vont prendre en chasse donc les Français, mais sans que cela ait une réelle incidence sur la suite de la campagne. Alors de Soissons, là j'ai oublié de vous passer, donc c'est Blücher, que vous voyez ici, qui à la suite donc de la victoire de Laon, se promène dans les rues de la ville. Donc là, il y a une belle... comment ça s'appelle déjà ça ? Une enseigne. Une enseigne, je ne me souvenais plus. Une belle enseigne qui plaît à nos amis donc, du Lannoy. Alors Napoléon de Soissons donc, va gagner Reims, occupé donc par les corps russes de l'émigré français Saint-Prix, et enlève facilement donc la ville des Sacres Royaux le 13 mars. Il renoue enfin avec la victoire, mais cela ne contrebalance pas sa défaite devant Laon. Cela lui permet simplement de couper les lignes de communication donc, entre l'armée de Silésie et l'armée de Bohême. Et de Reims, comme vous le voyez, Napoléon va descendre vers le sud à la recherche de l'armée donc, de Schwarzenberg, qui s'était donc rapproché un peu trop près donc, de Paris, et il va, Napoléon, rencontrer cette armée donc, de Schwarzenberg à Arcis-sur-Aube les 20 et 21 mars. Et si Napoléon se maintient la première journée, la deuxième journée donc, de la bataille, le 21 mars, lui fait découvrir qu'il a en face de lui toute l'armée de Bohême, soit plus de 100 000 hommes. Et son armée, qui est réduite à quelques dizaines de milliers d'hommes, ne peut suffire. Et il bat encore en retraite. C'est le début de la fin, si je puis dire, se rendant compte effectivement que toutes ces victoires sans lendemain doivent être sans cesse renouvelées. Il décide de changer de tactique. Donc il va se rapprocher du Rhin et par là même donc, des places de l'Est dont les troupes peuvent forcer le blocus et lui donner la main, et il va menacer les bases de communication alliées. Les Alliés donc ainsi seront obligés, pense-t-il, de protéger donc ces communications et de s'éloigner donc de Paris, mais les Alliés ont aussi leurs propres informations. Et ils savent maintenant que s'ils prennent Paris, ils seront bien accueillis. Aussi prennent-ils la décision de ne pas s'occuper des manœuvres de Napoléon donc sur leurs arrières et de foncer directement sur Paris.
Et la capitale tombe le 30 mars. Paris est tombé le lendemain, les troupes alliées défilent dans Paris, avec à leur tête le tsar Alexandre, qui rêvait de défiler dans Paris, le roi de Prusse et le feldmaréchal Schwarzenberg. Napoléon, qui s'est rendu compte un peu tard que sa manœuvre sur les arrières ennemis n'empêche pas leur marche sur Paris, accourt au secours de sa capitale, mais il arrive trop tard. Il ne peut plus rien faire et il abdique le 6 avril 1814. Mais revenons, si vous le voulez bien, à la bataille de Laon. Les combats ont coûté aux Français près de 4000 hommes, tués ou blessés. 2500 prisonniers, ce qui représentait à peu près 1/5 des effectifs français engagés. De leur côté, les Alliés dénombrent des pertes qui sont situées comprises entre 3500 et 4000 hommes tués ou blessés. Mais à la fin des combats, il faut justement s'occuper des blessés. Et si Blücher fustige Napoléon dans ses proclamations d'avoir abandonné ses soldats blessés à la générosité du vainqueur, il convient de souligner que c'était une pratique courante à cette époque. Toutes les armées battues laissaient leurs blessés à la générosité des vainqueurs et leurs morts sur le champ de bataille. Bruyère sera désigné par Blücher et par le préfet provisoire Catino-Laroche. Bruyère sera désigné pour recevoir les blessés de la bataille de Laon. Ils sont installés notamment dans la grande salle de l'hôtel de ville où les médecins et les chirurgiens de Bruyère et de Monanteuil leur apportent les soins nécessaires. Les hôpitaux de Laon recueillent également les blessés, notamment ceux des puissances alliées. Pour ce qui est des morts, la population lannoise et des environs est réquisitionnée pour creuser des fosses et procéder aux inhumations. Toutefois, les morts sont si nombreux à Laon et à Classille que tous n'ont pas été enterrés au lendemain de la bataille. À la fin du mois d'avril, la bataille de Laon, 9-10 mars, à la fin du mois d'avril, les promenades de Laon, les creutes, la Tuilerie de Vaux et les environs des faubourgs sont encore infestés par des corps non ensevelis. À la fin mai, ce sont encore des corps et débris d'animaux qui sont repérés dans les bois du Sauvoir et dans toutes les communes où il y a eu des combats. Les corps sont parfois à peine enterrés. Et il faut que le préfet de l'Aisne rappelle alors à plusieurs reprises le maire de Laon pour que les inhumations se fassent le plus rapidement possible. Vous le comprenez bien, notamment pour des questions de salubrité évidentes. Et si à la guerre, des hommes meurent, les villes et les villages subissent aussi des destructions qui mettent les habitants dans la détresse. Je vous ai dit tout à l'heure, pour la commune d'Atty, que 140 maisons sur les 144 avaient été détruites. Mais le village de Classy, qui a connu les durs combats du 10 mars, est complètement en ruine, sauf peut-être apparemment une maison qui est restée debout. Les faubourgs de Laon, objets d'âpres combats qui n'ont pas été épargnés non plus, à Semilly, à Ardombes, mais aussi à Vaux et à Saint-Marcel, les destructions sont importantes. Les maisons qui n'ont pas été détruites sont systématiquement pillées. Les objets en bois, les portes, les fenêtres et les toitures servent à réchauffer les Alliés. Les dégâts sont importants. Et devant la détresse des habitants de son département, le préfet de l'Aisne, le baron Malouet, prend un arrêté en date du 20 avril 1814 afin de constater et de recenser toutes les pertes des habitants. Dans chaque arrondissement, le sous-préfet nomme 2 experts qui, accompagnés du contrôleur des contributions directes, vérifient les pertes des habitants. Alors ces habitants, que les imprimés administratifs désignent du nom de perdants, et je vous ai justement mis l'un de ces documents, on voit bien les habitants qui apparaissent ici, le nom des perdants, avec le nombre de maisons et bâtiments. Moi je ne vois pas bien.
incendiés ou détruits. Hein. Ensuite, vous avez donc le nombre de... Je n'arrive pas à lire. Vous n'arrivez pas à lire, vous? Non? Bon, après, il y a des ustensiles donc aratoires et vous avez donc des meubles également qui sont détruits et on fait donc l'état des différentes pertes qui ont touché donc les différents habitants de la ville de Laon. Et là, justement, c'est le quartier donc de Saint-Marcel. Hein. C'est le quartier de Saint-Marcel. Et donc, ces habitants établissent donc à l'avance l'état de leurs pertes et transmettent ces états au maire qui les confirme ou qui les infirme. Et les fameux experts qui ont été nommés par le préfet évaluent ensuite les pertes et le contrôleur dresse un état récapitulatif par la commune et ces états sont ensuite donc transmis au sous-préfet, puis au préfet, puis en haut lieu, donc au ministère donc de l'Intérieur et l'État accorde enfin une indemnité à toutes ces victimes civiles de la guerre, mais ces indemnisations ne sont pas suffisantes pour reconstruire ou pour acquérir donc les biens de première nécessité. Aussi, les réclamations sont-elles nombreuses, et nombreuses sont les personnes qui vivront plusieurs mois durant, voire plus, dans le provisoire. Comme 100 ans plus tard, avec la Première Guerre mondiale, en 1815, toutes les maisons n'étaient pas encore reconstruites. D'autant que la fin de la bataille ne marque pas la fin de l'occupation alliée. Les Alliés sont toujours là et cette occupation s'alourdit encore par les réquisitions. Ces réquisitions qui sont un véritable fléau pour les populations civiles et pour les communes. Et ces réquisitions participent encore un peu plus à l'appauvrissement et à la détresse des habitants. Alors pour conclure en quelques mots, je dirais qu'après le retour de l'île d'Elbe, Napoléon passe de nouveau à Laon à 2 reprises pour se rendre en Belgique où l'attendait son destin. À l'aller, le 12 juin, il est reçu par les autorités donc administratives et parcourt la ville. Et il porte une attention toute particulière aux fortifications, hein, Claude Carême nous l'a expliqué dernièrement, et il préconise même de les améliorer. Et à son retour, le 20 juin, après la défaite donc de Waterloo, il pense concentrer donc son armée à Laon et attendre Grouchy. Il se rappelle que l'année précédente, il avait été tenu en échec devant Lambes et il souhaite occuper aujourd'hui cette place et arrêter à Laon les Alliés qui ne manqueront pas de pénétrer donc en France par le nord. Mais le temps n'est plus à la résistance et ses généraux l'ont dissuade. La défaite de Laon, les 9 et 10 mars 1814, avait fait prendre conscience à Napoléon de l'importance de la place de Laon dans le système défensif français. Donc là, vous voyez la porte donc, de Soissons et la plaque commémorative qui avait été donc apposée en 2009 par les amis donc, du patrimoine napoléonien pour la bataille donc, de Laon. Alors la bataille de Laon, 9 et 10 mars, eux ils ont mis 8 au 10 mars pour inclure également les batailles qui ont eu lieu donc, du côté des Touvelles. J'en ai terminé et je vous remercie de votre patience. Merci Jean-Pierre. On n'a pas pris de coup, mais en tout cas on a eu bien chaud. Hein. Merci beaucoup pour ta conférence. Si vous avez des questions, vous en profitez. Oui. Vous avez une question ?